Aujourd'hui, le smartphone est un outil omniprésent dans notre vie quotidienne. Il ne sert pas seulement à téléphoner, il permet aussi de lire, écrire, capter des photos et des vidéos, surfer sur internet et j'en passe. D'ailleurs, dites-moi une chose, je suis curieux, parmi vous, qui visionne cette vidéo sur son smartphone ? Bonjour tout le monde et bienvenue pour ceux qui me découvrent. Je m'appelle Raphaël Blaro, je suis professeur de chimie en classe préparatoire, passionné par mon métier, par les sciences et surtout par la chimie. C'est pourquoi vous êtes sur une chaîne de vulgarisation de la chimie. Bienvenue sur Blablaro au labo. À présent, je vous propose de regarder à l'intérieur ce qui compose un smartphone, puis de voir un peu le rôle de chacun de ses constituants. Si l'on sait que c'est un joyau d'électronique, vous verrez aussi que c'est un incroyable concentré de chimie. Un concentré de chimie ? Ah bah oui. En même temps, on serait pas sur ta chaîne si c'était pas le cas. Oui, alors c'est justement pour ça qu'il faut pas en changer trop souvent. On va voir tout ça et on parlera de l'effet environnemental un petit peu plus loin. En effet, dans un si petit appareil, on trouve une imposante partie des éléments du tableau périodique. Tu vas voir, c'est super impressionnant. Bon, et si on regardait à l'intérieur de ce petit bijou ? On va voir ce que t'as dans le ventre. Et attends, prends ça, putain. Un tournevis ? C'est une drôle d'idée, ça. Regardez-moi ça, le smartphone est composé de plusieurs fines couches successives. Je vais les regrouper. Ici, je mets de côté ce bijou qu'est l'écran tactile. Vous entendez là ces petits craquements? Ah, c'est le dernier cri d'agonie. Bonjour, coucou. Waouh. Là, la batterie au lithium. Cette fameuse batterie Lithium-Ion Battery Pack. Une batterie, c'est une association d'accumulateurs. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo très complète sur les accumulateurs au lithium, si ça vous intéresse, lien en description. Et là, je mets les cartes de circuit imprimées. Je découvre qu'il y en a plusieurs associées aux différentes fonctions, comme le haut-parleur, les enceintes ou la caméra. Et puis, il y a aussi des pièces mécaniques. En résumé, un vrai millefeuille. Chaque composant joue un rôle bien particulier. Dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est que l'on se focalise sur l'écran tactile. Ensuite, on fera un petit tour d'horizon des autres pièces du smartphone avec leur rôle et leur composition. Et enfin, on parlera de l'impact environnemental. L'écran est qualifié de tactile car quand je le touche avec mon doigt, je peux faire bouger l'image et le texte, ouvrir une fonction ou encore sélectionner des lettres sur le clavier. Il y a deux types d'écrans tactiles, ils sont dits soit résistifs, soit capacitifs. Les écrans résistifs ont leur surface supérieure très légèrement souple et il faut utiliser le doigt ou un stylet à pointe pour exercer une pression mécanique, ce qui va engendrer une déformation de la surface de l'écran et ça permet l'apparition d'une perturbation électrique entre deux sous-couches conductrices d'électricité. Et ces écrans résistifs, on peut les utiliser avec des gants. On trouve les écrans résistifs sur des distributeurs de banque ou à la pompe à essence et ils sont plutôt utilisés dans l'industrie. Pour celui-là, ainsi que la très grande majorité des smartphones et tablettes actuelles, c'est un écran capacitif. L'écran capacitif, il n'a pas besoin d'être déformé pour détecter votre doigt, c'est pour ça qu'il est plus sensible, un simple effleurement suffit. C'est aussi un multi-touch, c'est-à-dire que je peux utiliser plusieurs doigts, par exemple, pour zoomer sur l'écran. C'est pour cela que dans les smartphones, les écrans résistifs sont remplacés par des écrans capacitifs. En fait, les écrans capacitifs sont beaucoup plus sensibles et plus lumineux. Mais alors, comment ça marche en fait cet écran et de quoi il est composé ? Il s'agit d'une fine dalle de verre. Sur une de ses faces est déposé en couche mince et sous forme d'une grille un matériau transparent et conducteur en oxyde d'indium et d'étain. Alors ce matériau, c'est aussi ce qu'on appelle par son sigle anglais ITO pour Indium Tin Oxide, donc en français l'oxyde d'indium et d'étain. Ici on parle de conducteurs électriques car ce sont des matériaux dans lesquels les électrons peuvent circuler très rapidement. Ces électrons sont chargés négativement et une circulation de charge, ici en l'occurrence de ces électrons, ça donne un courant électrique. C'est donc un conducteur électrique. L'écran tactile capacitif tire parti du fait que vous et moi sommes des conducteurs d'électricité. Le corps humain est composé de beaucoup d'eau, déjà, et de sels minéraux comme les ions sodium, calcium ou magnésium par exemple. Ceux-ci imprègnent la peau et comme ils sont chargés, ils la rendent légèrement conductrice. Dans le corps, ce sont des ions qui se déplacent et conduisent le courant. De plus, à la surface de notre peau, il y a des charges électrostatiques qui s'accumulent un petit peu tout au long de la journée quand on a un contact avec des objets ou même avec l'air. Wow, doucement, calme-toi mon pote. Oh bah tu sais, tu connais ce phénomène, il t'est sûrement déjà arrivé de marcher avec des chaussures, avec des semelles de caoutchouc, donc qui sont une surface isolante. Et puis lorsque tu touches une poignée métallique, par exemple la poignée de ta voiture, qui est conductrice, et bah tu prends un coup de jus.
Et bah c'est dû au fait que le frottement de deux matériaux non métalliques de nature différente engendre un transfert d'électrons d'un matériau à l'autre, et une fois les corps séparés, ces charges restent telles quelles. D'où le nom de statique. Ainsi, en fonction des éléments avec lesquels nous entrons en contact au fur et à mesure de la journée, nous-mêmes nous chargeons plus ou moins avec des charges électrostatiques qui créent un champ électrostatique local. Ah, si tu veux un autre exemple, tu as ces fameux ballons de baudruche que tu peux un petit peu frotter et qui après vont rester accrochés aux cheveux. Pas d'inquiétude, ces phénomènes ne présentent aucun risque pour le corps humain. Bon, et je touche l'écran, et alors? La face que je touche est le capteur. La face opposée avec le réseau quadrillé conducteur en ITO, constitué de lignes et de colonnes conductrices séparées par des carrés isolants, permet la mesure. Il se crée entre deux plaques un champ électrique. Pour ceux qui ont fait un peu de physique, c'est la même chose qu'un condensateur à plaques. En posant le doigt sur le capteur, je perturbe le champ électrique et une certaine quantité de charge électrique est transférée avec mon doigt. La position de cette perturbation est calculée avec une grande précision grâce à une interface électronique. Mon écran lumineux me donne de très belles images, mais alors comment elles sont reconstituées? La dalle est caractérisée par le nombre de pixels, ou points. Un pixel est en réalité approximativement un petit rectangle, et c'est le plus petit élément constitutif d'une image définie par sa couleur et sa luminosité. À chaque pixel est associé à une couleur décomposée en 3 composantes primaires par synthèse additive: le rouge, le vert et le bleu. Comment les couleurs qu'on voit sur l'écran sont-elles créées? La notice de mon appareil indique que mon écran possède des AMOLED. AMOLED. Des quoi? Alors, OLED en anglais, ça signifie Organic Light Emitting Diode, soit diode organique électroluminescente. Lorsqu'on les utilise dans les smartphones, on les appelle AMOLED. Tout d'abord, il faut retenir tout simplement que ces OLED ont pour propriété d'émettre leur propre lumière sous l'effet d'un champ électrique. Donc maintenant, on va aller un peu plus dans les détails et expliquer chaque terme. Imagine une très fine couche d'un matériau qui est prise en sandwich entre deux électrodes, une cathode et une anode. Cette fine couche, piégée en sandwich, est constituée d'un matériau semi-conducteur. Un sandwich? On va manger? Ouais, on va aller manger, mais pas tout de suite. Pour faire simple, un semi-conducteur, c'est un matériau conduisant un peu moins l'électricité que les métaux, sans pour autant être isolant. En effet, ce film est composé de carbone et d'hydrogène, dont la structure est telle qu'il y a une alternance de liaisons simples et de liaisons doubles entre les atomes de carbone. Cette alternance de liaisons doubles et de liaisons simples, c'est ce qu'on appelle un système conjugué en chimie. Et sur des molécules très longues, que l'on appelle des macromolécules, c'est cette structure conjuguée précisément qui va leur conférer des propriétés de semi-conducteur. Mais alors pourquoi électroluminescent? Électro, c'est pour le courant électrique, et luminescente, c'est pour l'émission de lumière. Donc déjà la définition, un matériau électroluminescent soumis à un courant électrique peut émettre de la lumière. Alors comme je te l'ai dit avant, ce semi-conducteur organique est pris en sandwich entre deux électrodes. La cathode est souvent en aluminium et l'anode en oxyde d'indium et d'étain. Tu te souviens, c'est le fameux ITO dont je t'ai parlé tout à l'heure. Ces électrodes sont déposées sur une couche de verre transparente. Ce montage, c'est ce qu'on appelle une diode. Elle ne laisse passer le courant que dans un sens. Si la tension entre les électrodes est suffisante, un courant électrique traverse le matériau semi-conducteur et celui-ci émet de la lumière. Voilà pourquoi on l'appelle électroluminescent. La couleur de la lumière émise par l'OLED, elle est directement liée à la nature de la couche organique. Autrement dit, à la structure du semi-conducteur organique dont je t'ai parlé juste avant. Dans les OLED, des molécules de la famille des polyfluorènes constituent des semi-conducteurs organiques hyper intéressants car ils constituent la seule famille de polymères conjugués capables d'émettre des couleurs couvrant toute la gamme visible avec un rendement élevé et une faible tension de fonctionnement. En fait, c'est précisément la structure chimique du polyfluorène qui détermine la longueur d'onde d'émission de lumière et donc la couleur émise. Si bien qu'avec des petites variations de structure, on peut avoir toutes les couleurs possibles. Autre exemple, le PPV pour polyparaphénylène vinylène, un nom un peu barbare, il émet une lumière jaune-vert et les dérivés du PPV, obtenus par substitution, sont souvent utilisés si on souhaite obtenir une lumière de couleurs différentes. Bref, ce qu'on retient, c'est qu'en jouant sur la structure chimique, on arrive à avoir la lumière que l'on souhaite. Il existe un autre type d'affichage plutôt utilisé dans les smartphones moins coûteux. Il s'agit de l'affichage par LCD, qui signifie Liquid Crystal Display, soit écran à cristaux liquides en français. Si le sujet vous intéresse,
Je vous mettrai des liens en description, mais dans cette vidéo, on ne va pas rentrer dans le détail de fonctionnement des écrans LCD. Les OLED permettent des contrastes infinis et les nuances de couleurs sont d'une très grande richesse. Bref, c'est des super écrans. De plus, les OLED sont beaucoup plus fins que les écrans à cristaux liquides, car ils ont beaucoup moins de composants électroniques et de couches superposées. En plus, elles ont un autre avantage, la consommation d'énergie des OLED est moins importante que celle des écrans à cristaux liquides. Pour vous le dire plus clairement, les OLED sont plus performants que les LCD, mais ils sont aussi plus coûteux. Alors, faisons le point sur l'ensemble des éléments chimiques que l'on trouve dans un smartphone. Et vous allez voir, c'est à la fois fascinant, mais aussi un peu effrayant. Retrouvons notre fameux millefeuille. Je vous ai parlé jusqu'ici que de l'écran tactile et de l'afficheur. On voit que les autres parties du millefeuille ne sont pas en reste pour consommer des matériaux. Je vous propose d'aller plus loin avec ce tableau. D'abord, on va parler de l'écran. Le verre de l'écran utilisé dans la majorité des smartphones est un aluminosilicate composé d'oxyde d'aluminium et de silice, avec un peu de potassium pour augmenter sa résistance aux fissures superficielles. Comme on l'a vu, cet écran est recouvert d'un film conducteur composé du fameux ithos, l'oxyde d'indium et d'étain. En plus de cela, on utilise en petite quantité d'autres éléments comme par exemple le lantane qui contribue à la vivacité des couleurs de l'affichage ou d'autres éléments pour diminuer l'émission de lumière UV qui peut être nocive lorsqu'on est trop exposé. Sur l'ensemble des écrans LCD et OLED, ces éléments yttrium, lantane, terbium, thulium, praséodyme, europium, dysprosium, gadolinium et cérium font partie de ce que l'on appelle les terres rares. Opium, sérum, gadolinone. Ah non, c'est pas ça. Mais ça fait beaucoup d'éléments quand même, hein. Vous voyez que ça fait déjà pas mal. Maintenant, on passe à la batterie. La plupart des smartphones fonctionnent grâce à une batterie lithium-ion, composée d'oxyde de cobalt et de lithium à la cathode et de carbone graphite à l'anode. Certaines batteries utilisent d'autres métaux comme le manganèse et le boîtier de la batterie est en aluminium. Je vous rappelle que si vous souhaitez comprendre en détail le fonctionnement de la batterie lithium-ion, je vous renvoie à la vidéo consacrée au sujet, le lien est bien sûr en description comme d'habitude. Mais il y a le boîtier aussi, de quoi il est fait celui-là? Le boîtier, il est le plus souvent en matière plastique, donc à base de carbone auquel on ajoute des produits retardateurs de flamme contenant du brome. Pour limiter les interférences électromagnétiques, on introduit aussi des composés à base de nickel. On a certains boîtiers qui sont en alliage de magnésium et il y a aussi les composants électroniques. Les cartes de circuits imprimés sur lesquelles sont soudés des circuits intégrés et processeurs, véritables cerveaux du smartphone, sont faits de plusieurs processeurs et mémoires contenant des milliers de transistors. Ces transistors contiennent les puces qui commandent toutes les fonctions de votre appareil. Ces puces, elles nécessitent du silicium ultra pur. Ils sont indispensables à la réception des appels de vos copains et copines, au circuit mémoire où vous stockez les numéros de tous vos amis, les circuits logiques qui traduisent en signaux ce que vous écrivez ou ce que vous photographiez par exemple. Là, sans entrer dans tous les détails des composants électroniques, on peut les regrouper par fonction. Pour le câblage, on va trouver du cuivre, de l'argent, de l'or et du tantale. Au passage, l'utilisation du tantale, plus précisément l'oxyde de tantale, a permis une révolution, celle de miniaturiser davantage ces appareils. Pour le microphone, on va trouver du nickel, du dysprosium, du praséodyme, du terbium, du néodyme et du gadolinium. Rien que ça. Pour les puces, on trouve du silicium, de l'oxygène, de l'antimoine, de l'arsenic, du phosphore, du gallium. Et bien sûr, pour la soudure en surface entre certains composants, on y trouve le plus souvent le fameux mélange étain-plomb, et pour les soudures sans plomb, étain, cuivre et nickel, ou beaucoup moins souvent car plus coûteux, étain, argent, cuivre. Si on fait le bilan complet, un smartphone regroupe près de 60 matériaux. Par matériaux, j'entends plastique, matière synthétique, verre, céramique, et environ la moitié des éléments du tableau périodique. C'est titanesque. En termes de métaux, c'est le double que les téléphones ancienne génération. Tiens, vous en voulez un, bah hop, comme celui-là. C'est vraiment un vieux truc ça. Vous l'avez vu, on retrouve presque la moitié du tableau périodique dans ce tout petit appareil. Souvent, on s'en débarrasse en 2-3 ans. Un véritable gâchis du tableau périodique. Et vu la quantité d'appareils vendus chaque jour, je vous fais pas un dessin, ça soulève des questions d'ordre environnemental qui sont extrêmement inquiétantes. Regardez la croissance exponentielle des ventes des smartphones de 2007 jusqu'à 2016. Toute cette consommation de smartphones pose principalement deux problèmes. Premier problème, certains éléments non renouvelables, en particulier des métaux, doivent être extraits dans des conditions qui réclament
énormément d'énergie et qui se font parfois dans des conditions humaines plutôt déplorables. Au-delà de l'épuisement de matières non renouvelables, ces extractions peuvent poser d'autres problèmes. Par exemple, en Amérique du Sud, notamment au Chili, en Argentine et en Bolivie, l'utilisation massive d'eau pour la production de lithium, que l'on retrouve dans nos batteries, menace les populations locales. Concernant les terres rares, ils ne sont pas si rares en fait, mais disséminés sur la Terre en petites quantités, et souvent mélangés et associés à d'autres minerais dont certains sont radioactifs. Le principal producteur de terres rares est la Chine. L'extraction et la séparation des terres rares nécessitent de nombreuses étapes qui sont polluantes et qui génèrent beaucoup de déchets. Et dans ces déchets, certains sont chargés en radioactivité et en métaux lourds. Bref, c'est vraiment pas terrible. Aujourd'hui, seul 1% des terres rares est recyclé. Au Congo, il y a des enfants qui travaillent dans les mines pour aller récupérer le cobalt pour nos batteries. Bref, vous le voyez, tout cela ne fait pas franchement rêver. En Europe, on n'a pas, ou plutôt on n'a plus aujourd'hui de mines desquelles on peut extraire tous ces métaux. Le nombre d'éléments auxquels nous n'avons plus accès augmente très rapidement. On parle de matériaux stratégiques. Et vous vous doutez que ça va continuer à aller dans ce sens-là. Deuxième problème, le bilan carbone est tout simplement catastrophique, selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Avant d'atterrir dans vos mains, un smartphone fait, tenez-vous bien, 4 fois le tour du monde. Je vous explique. L'extraction des matières premières se fait en Asie du Sud-Est, en Australie, en Afrique centrale et en Amérique du Sud. Ensuite, la fabrication des principaux composants se déroule entre l'Asie et les États-Unis et l'Europe, avant que l'assemblage ne soit effectué en Asie du Sud-Est. Enfin, les smartphones sont distribués partout dans le monde, en avion bien sûr. Et donc si on cumule tous ces trajets, on est à 4 tours du monde pour un smartphone. En France, on change de téléphone en moyenne tous les 2 ans. C'est un peu un scandale. C'est un comportement qui augmente considérablement la production de smartphones et donc l'impact environnemental qui va avec. Cela s'applique d'ailleurs à de nombreux autres appareils électroniques. Concernant le recyclage, les cartes électroniques et les écrans peuvent être recyclés. Les coques majoritairement en plastique sont incinérées et globalement on arrive à récupérer certains métaux comme l'or, l'argent, le cuivre, mais il faut progresser sur le recyclage de nombreux autres métaux. Ok, on a compris, c'est une catastrophe pour l'environnement, mais alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'améliorer la situation, ou du moins d'arrêter de la dégrader? Je vous propose quelques conseils simples. Déjà, ne pas changer de smartphone tant qu'il fonctionne. Au moment d'en changer, allez vers un smartphone reconditionné, c'est-à-dire les appareils qui ont déjà vécu et dont la bonne condition a été rétablie. D'après l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'acquisition d'un appareil reconditionné par rapport à l'achat d'un appareil neuf réduit de 80 à 90% son impact environnemental, ce qui revient à prévenir l'extraction de 82 kg de matières premières et l'émission de 25 kg de gaz à effet de serre. Ça vaut peut-être le coup, non ? Autre conseil intéressant, préservez votre batterie pour que votre smartphone vive un peu plus longtemps. Pour cela, déjà, passez moins de temps sur votre smartphone, tout simplement, c'est la meilleure option. Ensuite, évitez les états de charge ou de décharge extrême, c'est-à-dire ne jamais passer sous les 10% de batterie, et ne pas laisser en charge lorsqu'on est proche des 100% ou qu'on a atteint 100%. Typiquement la nuit lorsque vous dormez. Personnellement, le mien, je fais en sorte qu'il soit toujours entre 20 et 80%, de sorte à éviter ces états de décharge profonde ou de charge trop importante. Microscopiquement, les états de charge ou de décharge extrême vont légèrement modifier la composition chimique des électrodes de manière irréversible en faisant en quelque sorte voyager des ions qui ne devraient pas. Et ça diminue la capacité de la batterie, autrement dit, la charge de votre smartphone devient moins importante. Allez, encore un petit conseil, choisissez un appareil avec un écran de plus petite taille, qui réclame donc des quantités plus faibles en matériaux. L'étape de fin de vie du smartphone est primordiale et l'impact varie beaucoup selon que le smartphone est jeté à la poubelle, recyclé ou mieux encore, reconditionné. Un petit dernier conseil pour la route, vous pouvez aussi décider de vous tourner vers des marques plus responsables. Ils peuvent par exemple vous proposer de changer qu'une partie du téléphone afin d'éviter de racheter un appareil complet. Conclusion. Du point de vue scientifique et technologique, le smartphone, c'est un objet fascinant. On a vu que la chimie, elle est présente dans tous ses composants. Mais comme on l'a dit, au niveau écologique, c'est vraiment pas la panacée. On a vu des moyens rapides, simples à mettre en œuvre tout de suite pour réduire un peu son impact environnemental. Donc j'espère que vous essaierez d'y faire attention. Mais sur du plus long terme, ce qui est clair, c'est qu'on a encore une mission très importante pour les chimistes. Il va falloir améliorer le recyclage de nombreux éléments. Le choix des matériaux est également une problématique importante et il y en a bien d'autres, évidemment. Pour le recyclage, l'idée c'est que les chimistes travaillent pour que tous les éléments deviennent verts entre guillemets, c'est-à-dire faciles à recycler, pour qu'on puisse les récupérer. Du point de vue humain, quand même, on n'en a pas parlé, mais je me dois de vous rappeler que l'hyperconnectivité est néfaste sur de nombreux plans,
Et là aussi, si vous souhaitez en savoir plus, je vous mets des petits liens en description. Mais bref, ne geekez pas trop sur vos téléphones. L'outil fantastique qui se trouve dans votre poche doit être utilisé avec modération. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Apprendre reste une des plus belles sources de satisfaction pour l'esprit. Alors abonne-toi si tu veux encore apprendre de nouvelles choses autour de la chimie et active la cloche de notification pour recevoir plus de contenu. Pour terminer, je souhaite remercier Média Chimie pour cette chouette collaboration et ma collègue Françoise Brennon avec qui nous avons coécrit cette vidéo. Je remercie également mon ami Brian qui capte et monte cette vidéo, il se tient derrière la caméra en ce moment, et mon collègue Olivier Méjean pour les animations que vous avez pu voir dans la vidéo. Quant à moi, je vous dis à bientôt au labo!